Vous entendez beaucoup parler de ChatGPT, mais vous ne savez pas vraiment comment l'utiliser. Dans cette vidéo, je vous propose une formation complète, simple et gratuite pour apprendre à l'utiliser concrètement au quotidien. Si vous débutez ou si vous voulez mieux le comprendre, eh bien vous êtes au bon endroit. Senior et informatique, la chaîne des plus de 50 ans. Bonjour à tous, il y a un an tout juste, je publiais sur la chaîne une première vidéo consacrée à ChatGPT, un guide pratique qui a dépassé les 500 000 visionnages, preuve que ce sujet vous intéresse énormément. Depuis, ChatGPT a beaucoup évolué. Les nouveautés arrivent à un rythme impressionnant et j'ai rapidement compris qu'une simple mise à jour ne suffisait plus et il fallait aller beaucoup plus loin en réalisant une véritable formation complète, accessible à tous et surtout totalement gratuite. Dans cette vidéo, nous allons revoir les bases, découvrir les nouvelles fonctionnalités, apprendre à mieux dialoguer avec ChatGPT, comprendre ce que sont les GPT, ces assistants intelligents que vous pouvez créer vous-même et sans oublier d'explorer le générateur d'images aujourd'hui tout simplement bluffant. Surtout, prenez votre temps. Faites les exercices en même temps que moi, mettez la vidéo en pause quand c'est nécessaire et n'oubliez pas, Rome ne s'est pas construite en un jour. ChatGPT est un outil d'intelligence artificielle popularisé en novembre 2022 et aujourd'hui utilisé par des centaines de millions de personnes à travers le monde. Chaque jour, il répond à des milliards de questions. Son nom se compose de deux éléments, le mot chat, qui fait référence à une discussion, et GPT, qui désigne un modèle de langage d'intelligence artificielle. Concrètement, ChatGPT est capable de comprendre ce que vous écrivez en langage courant et de vous répondre de la même manière, comme dans une conversation. C'est ce dialogue naturel, renforcé par le mode vocal, qui le rend si impressionnant. Vous n'avez pas besoin de mots compliqués ni de connaissances techniques. Vous lui parlez simplement avec vos propres mots et il vous répond de façon claire et structurée. ChatGPT ne sert pas uniquement à poser des questions, il peut vous aider dans de nombreuses situations du quotidien, comme comprendre un document, rédiger un courrier, apprendre quelque chose de nouveau ou organiser un projet. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment l'utiliser concrètement et efficacement, même si vous débutez complètement avec l'informatique. ChatGPT est disponible sous forme d'application sur Mac, PC, Android et iOS. Il est donc capable de fonctionner sur quasiment tous vos appareils, que ce soit un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Pour l'instant, vous n'avez absolument pas besoin d'installer l'application et vous pourrez le faire un peu plus tard et connecter votre compte. Dans cette vidéo, nous allons utiliser la version web qui est accessible très simplement depuis un navigateur Internet. Allez, on y va! Ouvrez votre navigateur préféré et tapez l'adresse suivante, chatgpt.com. Inutile de mettre les 3 W devant, vous arrivez directement sur la page d'accueil. Je vous propose maintenant que nous créions ensemble un compte utilisateur. Alors c'est une étape importante car cela permet notamment de conserver l'historique de vos conversations, de reprendre un travail là où vous l'aviez laissé et de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de ChatGPT. Suivez-moi, je vous guide pas à pas. En haut, à droite de l'écran, cliquez sur le bouton « Inscription gratuite ». Saisissez votre adresse email dans l'emplacement prévu, puis cliquez sur « Continuer ». À présent, choisissez un mot de passe d'au moins 12 caractères, puis cliquez de nouveau sur « Continuer ». OpenAI va maintenant vérifier que l'adresse email que vous avez indiquée est bien valide. Alors pour cela, un message contenant un code va vous être envoyé par email. Rendez-vous donc dans votre logiciel de messagerie, vous allez trouver un email provenant d'OpenAI avec un numéro à l'intérieur, notez ce numéro, retournez ensuite sur la fenêtre de ChatGPT et saisissez ce numéro dans l'emplacement intitulé code, puis cliquez sur continuer. ChatGPT va maintenant vous demander quelques informations personnelles, à savoir votre prénom, votre nom et votre date de naissance. Renseignez ces éléments puis cliquez sur « Continuer ». Les écrans suivants concernent des options facultatives. Pour notre usage aujourd'hui, cliquez simplement sur « Ignorer », cliquez de nouveau sur « Ignorer » puis sur « Ignorer la présentation ».
ChatGPT vous informe alors que tout est prêt. Cliquez sur Continuer. 3 conseils importants s'affichent à l'écran et j'attire tout particulièrement votre attention sur les 2 derniers. Ne partagez jamais d'informations sensibles comme des données personnelles ou bancaires. Et surtout, pensez toujours à vérifier les informations fournies par ChatGPT, même s'il est très performant. Il peut lui arriver de commettre des erreurs. Nous reviendrons en détail sur ce point dans un prochain chapitre de cette vidéo. Cliquez enfin sur « D'accord, allons-y ». Vous êtes maintenant sur la page d'accueil de ChatGPT et c'est ici que tout se passe. Sur la gauche de l'écran, en bas, cliquez sur le bouton « Mettre à niveau ». Cela vous permet de découvrir les différentes offres commerciales et les formules d'abonnement proposées. Nous allons les parcourir rapidement ensemble afin que vous puissiez comprendre ce qui est réellement utile pour vous et ce qui ne l'est pas. Vous êtes actuellement positionné sur l'offre située à gauche de l'écran. Il s'agit de l'offre gratuite à 0 €. Avec cette formule, vous pouvez déjà utiliser ChatGPT sans aucun problème. Vous avez accès au modèle le plus récent, c'est-à-dire le modèle 5.2, mais avec certaines limites, notamment en termes de volume d'utilisation. Pour 1 ou 2 questions par jour ou pour un usage occasionnel, cette version gratuite fonctionne parfaitement. Elle est idéale pour découvrir l'outil, se faire la main et comprendre comment dialoguer avec ChatGPT. En revanche, si vous commencez à utiliser ChatGPT régulièrement, si vous devenez plus à l'aise avec les prompts et que vous sollicitez l'outil de manière plus intensive, alors il faudra envisager de monter en gamme. Juste au-dessus, vous trouvez l'offre Go proposée à 8 € par mois. Elle permet d'augmenter les capacités par rapport à l'offre gratuite. C'est une formule intermédiaire, intéressante, pour un usage plus fréquent tout en restant raisonnable. Ensuite vient l'offre ChatGPT Plus proposée à 23 € par mois. C'est celle que j'utilise personnellement depuis le début et j'en suis parfaitement satisfait. Elle offre beaucoup plus de confort, des volumes bien plus élevés et un accès plus fluide aux fonctionnalités avancées. Enfin, l'offre Pro est clairement destinée à des usages professionnels. Elle s'adresse principalement à celles et ceux qui ont besoin de fonctions de raisonnement avancées et de volumes d'utilisation encore plus importants. Pour un usage personnel ou familial, elle n'est généralement pas nécessaire. Voilà pour les différentes offres. Pour la suite de cette vidéo, je vais basculer sur l'offre payante ChatGPT+. Cela va me permettre de faciliter la démonstration et surtout d'éviter toute limitation liée au volume d'utilisation. L'interface de ChatGPT est volontairement assez sobre. Elle est conçue pour aller à l'essentiel et ne pas perdre l'utilisateur avec des réglages compliqués. Elle est divisée en 2 zones bien distinctes, la zone centrale que nous utiliserons en permanence et le bandeau vertical situé à gauche de l'écran. Commençons par ce bandeau. Tout en haut, vous reconnaissez le petit logo très célèbre, il s'agit du logo de ChatGPT. Vous le retrouvez un peu partout, et notamment dans la presse ou sur Internet. Un simple clic sur ce logo permet d'ouvrir une nouvelle discussion, exactement comme le bouton « Nouveau chat » situé juste en dessous. Sur la droite de ce logo, vous voyez un bouton qui permet d'afficher ou de masquer le bandeau vertical de gauche. C'est pratique si vous souhaitez travailler avec plus d'espace à l'écran. En haut du bandeau, le bouton « Nouveau chat » permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre de discussion. Vous utiliserez très souvent ce bouton pour créer de nouveaux échanges, notamment lorsque vous souhaitez changer de sujet ou repartir sur une question totalement différente. Juste en dessous, un moteur de recherche est disponible et il permet de retrouver rapidement un chat existant en tapant simplement un ou plusieurs mots qui figurent dans la conversation. C'est particulièrement pratique lorsque vous avez beaucoup de discussions enregistrées et que vous souhaitez en retrouver une sans avoir à faire défiler toute la liste. Juste en dessous, le bouton « Images » permet d'ouvrir l'assistant de création d'images. C'est une fonctionnalité très puissante et nous allons d'ailleurs lui consacrer un chapitre entier un peu plus loin dans la vidéo. Le bouton Applications ouvre une fenêtre qui regroupe toutes les applications capables de dialoguer avec ChatGPT. Là aussi, nous prendrons le temps de voir cela en détail car ces applications étendent encore davantage les possibilités de l'outil.
Enfin, le bouton Codex ouvre une fenêtre dédiée au codage informatique. Codex est un outil spécialisé pour la programmation. Pour le moment, nous n'aborderons pas cette partie car elle s'adresse plutôt à un public averti. Dessous, vous retrouvez la section GPT qui liste vos assistants personnels et on va y consacrer un chapitre entier, rassurez-vous. Juste en dessous, vous trouvez la section Projet. Elle permet de regrouper vos fils de discussion par thématique, un peu comme les espaces de Perplexity si vous avez vu la vidéo. La différence importante, c'est qu'ici, ChatGPT se souvient de l'historique des conversations à l'intérieur d'un même projet. Il conserve le contexte de ce que vous avez déjà demandé, expliqué ou précisé précédemment. C'est un excellent moyen d'optimiser les échanges, de gagner du temps et surtout d'éviter de vous répéter à chaque nouvelle question. Encore en dessous apparaît la section Conversation de groupe. Elle s'affiche uniquement si vous avez des conversations de groupe dans votre historique. Cette fonctionnalité permet d'échanger à plusieurs autour d'un même fil de discussion avec ChatGPT comme participant. Je ne vais pas la détailler ici car j'ai réalisé une vidéo entièrement dédiée à ce sujet il y a quelques semaines. Je vous mets bien entendu le lien dans la description. La section Vos chats regroupe l'ensemble de vos fils de discussion. Alors ils sont classés de façon antéchronologique, c'est-à-dire que les conversations les plus récentes apparaissent en haut de la liste. C'est très pratique car cela vous permet de retrouver rapidement votre dernier échange sans avoir à le rechercher. À noter également qu'un simple clic sur ces différentes sections permet de les plier ou de les déplier. C'est une excellente manière de garder un espace de travail clair et bien organisé, surtout lorsque vous commencez à accumuler de nombreuses conversations. Tout en bas du bandeau, vous trouvez le bouton Compte. C'est à cet endroit que se situent tous les réglages de l'application ChatGPT. Nous consacrerons un chapitre entier à cette partie à la fin de la vidéo afin de voir ensemble les paramètres les plus importants et ceux que vous pouvez laisser par défaut. Voilà pour la colonne de gauche. Intéressons-nous maintenant à la zone centrale. C'est la zone la plus importante de ChatGPT. On l'appelle la zone de prompt et c'est ici que tout se passe. Dans la partie supérieure de cette zone, vous trouverez un menu déroulant. Alors ce menu vous permet de choisir le moteur de discussion utilisé par ChatGPT. En effet, ChatGPT peut fonctionner avec différents moteurs. Certains sont plus généralistes, d'autres sont spécialisés selon les tâches que vous souhaitez lui confier, comme la rédaction, l'analyse, le raisonnement ou la création de contenu. En fonction de votre besoin, vous pouvez donc choisir le moteur le plus adapté. Si vous ne savez pas lequel choisir, ce qui est tout à fait normal au début, laissez simplement le réglage sur GPT 5.2, le dernier modèle, et sur le mode auto. Dans ce cas, ChatGPT décidera de lui-même, en fonction de votre demande, quel moteur utiliser pour vous fournir la réponse la plus pertinente. C'est la solution la plus simple et celle que je vous recommande lorsque vous débutez. En haut à droite, vous voyez un petit personnage accompagné d'un signe plus. Ce bouton permet de créer une discussion de groupe, on en a parlé déjà il y a un instant. Une discussion de groupe, c'est un fil de conversation dans lequel plusieurs personnes de votre entourage ou de vos collègues peuvent interagir ensemble. ChatGPT intervient alors comme une tierce personne dans la conversation, un peu comme un participant supplémentaire. C'est une fonctionnalité particulièrement pratique lorsque vous travaillez à plusieurs sur un même sujet. Alors par exemple pour préparer des vacances, chacun peut poser ses questions, donner ses idées, exprimer des contraintes et ChatGPT va rester présent en permanence pour vous orienter, proposer des solutions et répondre aux questions de chacun. L'avantage, c'est que tout se fait dans le cadre d'une seule et même thématique. ChatGPT conserve le contexte de la discussion et s'adapte aux échanges, que ce soit pour organiser un voyage, préparer un projet ou simplement réfléchir à plusieurs. Enfin, tout à droite, vous trouvez le bouton du chat éphémère. Il s'agit d'un chat rapide temporaire et qui ne sera pas enregistré dans votre historique. Une fois la discussion terminée, elle disparaît. En dessous, vous retrouvez la zone de prompt, c'est-à-dire l'endroit où vous saisissez vos instructions. Observons en détail cette zone qui est très importante. À gauche de la zone de saisie, vous remarquez un petit signe plus. Ce symbole évoque l'idée d'ajouter un élément à la conversation et c'est exactement son rôle. ChatGPT étant multimodal, il est capable de prendre en entrée bien plus que de simples instructions écrites.
En plus de votre texte, vous pouvez lui transmettre des images, des vidéos ou encore des documents de tout type. Concrètement, cela signifie que vous pouvez par exemple lui envoyer une photo pour qu'il l'analyse, un document PDF pour qu'il le résume ou encore un fichier pour qu'il vous aide à le comprendre ou à l'exploiter. C'est une fonctionnalité extrêmement puissante qui élargit considérablement les usages de ChatGPT et nous allons bien sûr la mettre en pratique un peu plus loin dans cette vidéo. À droite de la zone de saisie, vous trouvez une icône en forme de micro. Ce bouton permet de dicter votre prompt à la voix. C'est une fonction très pratique pour gagner du temps, mais aussi pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec le clavier ou qui préfèrent tout simplement parler plutôt que taper. Juste à côté, le dernier bouton permet de lancer une discussion vocale avec ChatGPT. On appelle cela le mode vocal et c'est véritablement bluffant. Dans ce mode, vous échangez oralement avec ChatGPT, presque comme si vous discutiez avec une personne en face de vous, avec des réponses immédiates et naturelles. Concernant cette fonctionnalité, je ne vais pas entrer dans le détail ici, car là encore, j'ai réalisé une vidéo entièrement dédiée au mode vocal de ChatGPT. Je vous mets bien entendu le lien dans la description. Je vous invite d'ailleurs, une fois cette vidéo terminée, à aller compléter vos connaissances en visionnant les vidéos spécialisées sur les différentes fonctionnalités de ChatGPT et vous verrez que cela en vaut vraiment la peine. Nous venons de terminer la découverte de l'interface de ChatGPT. Vous avez vu, ce n'est finalement pas très compliqué. L'interface est volontairement sobre et surtout pensée pour être utilisée par tous, même lorsque l'on débute. Dans la suite de cette vidéo, nous allons maintenant revenir sur chaque élément avec des exemples précis et concrets afin que vous puissiez vraiment comprendre comment vous en servir au quotidien. Prenez votre temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et surtout testez les choses en même temps que moi. Rédiger des instructions en langage courant et dans votre langue maternelle, l'expression consacrée s'appelle rédiger un prompt et c'est ce que nous allons faire à présent. Nous allons commencer par rédiger un prompt simple. Je vais lui demander de m'aider à renouveler ma carte d'identité car la mienne arrive bientôt à expiration. Je me place dans le cartouche de prompt et je tape la phrase suivante. Explique-moi comment renouveler une carte d'identité étape par étape avec des mots simples. Puis je clique sur le bouton noir avec la flèche blanche. ChatGPT envoie alors votre demande et vous retourne sa réponse au même endroit dans la zone centrale. Regardons maintenant en détail cette réponse. En haut de l'écran, vous retrouvez votre prompt affiché sur la droite dans un cartouche gris. Juste en dessous apparaît la réponse de ChatGPT. Vous pouvez remarquer une information indiquant le temps qu'il lui a fallu pour vous répondre, ici par exemple 10 secondes. Cette indication peut sembler anecdotique, mais elle est en réalité très intéressante. Si vous cliquez sur cette information, ChatGPT ouvre un volet sur la droite de l'écran appelé « Activité ». Ce volet permet de visualiser les grandes étapes utilisées pour construire sa réponse. On y voit notamment les sources consultées par ChatGPT et dans cet exemple, il a analysé plus d'une vingtaine de sites internet afin de vous fournir une réponse claire et structurée, le tout en 10 petites secondes. Un simple clic sur l'un de ces sites ouvre une nouvelle fenêtre et affiche directement la ressource correspondante. C'est très pratique si vous souhaitez vérifier une information ou aller plus loin. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez fermer le volet activité en cliquant sur la petite croix située en haut à droite. Prenons maintenant le temps de parcourir la réponse fournie par ChatGPT. La réponse est généralement bien structurée et hiérarchisée. Lorsqu'il s'agit d'un mode opératoire, ChatGPT utilise souvent des numéros d'étapes, ce qui permet de comprendre très facilement comment procéder étape par étape. Tout au long du texte, vous pouvez également apercevoir des petits cartouches gris. Il s'agit des sources utilisées par ChatGPT pour construire sa réponse. Lorsque vous les survolez avec la souris, un petit encadré s'affiche et vous montre la source correspondante. S'il y en a plusieurs, vous pouvez naviguer entre elles à l'aide des petites flèches. En bas de la réponse, vous retrouvez une barre d'icônes. Cette barre est présente sous chacune des réponses de ChatGPT.
Le bouton avec les deux rectangles permet de copier le texte afin de le coller librement dans un autre document, un email ou une application. Le pouce vers le haut vous permet d'indiquer que vous êtes satisfait de la réponse. À l'inverse, le pouce dirigé vers le bas sert à signaler une réponse insatisfaisante. Ces retours servent à améliorer le logiciel. Le bouton avec la flèche permet de partager cette discussion avec d'autres personnes simplement en copiant un lien. Le bouton avec les deux flèches en forme de cercle permet lui de régénérer la réponse si celle-ci ne vous convient pas. ChatGPT va alors produire une nouvelle réponse à partir de la même question. Le bouton avec les 3 points permet de créer une branche dans la discussion. Concrètement, cela signifie que vous pouvez partir sur une autre piste à partir de ce point précis, dans un nouveau fil de discussion. C'est très utile lorsque vous souhaitez explorer différentes approches sans perdre le fil initial. Enfin, un clic sur le bouton source permet de consulter l'ensemble des sources qui ont servi à rédiger cette réponse. Lorsque vous avez terminé, il suffit de cliquer sur le X en haut de la fenêtre pour fermer les sources et revenir à la discussion. À partir de là, je peux bien sûr poser d'autres questions, par exemple sur le renouvellement de ma carte d'identité ou sur le mode opératoire. Pour l'instant, je vais conserver ce chat, le renommer et y revenir éventuellement plus tard. Dans la colonne de gauche, dans la zone Vos chats, je clique pour la déplier. Si elle est fermée, je vois mon chat tout en haut de la liste. Au bout de la ligne, un menu avec 3 points apparaît lorsque je passe la souris dessus. Je clique sur ce menu, puis je sélectionne Renommer. Je change le nom du chat et je le renomme CNI comme carte nationale d'identité. Puis je valide. Mon chat est maintenant renommé. Je clique à nouveau sur le menu 3 points et je clique ensuite sur Épingler le chat afin de le conserver toujours en haut de la liste. C'est très pratique pour garder sous la main les conversations importantes auxquelles on souhaite revenir régulièrement. Je clique sur Nouveau chat en haut et une fenêtre de prompt vierge s'affiche. Avec un prompt multimodal, ChatGPT ne se contente plus de comprendre du texte, il est aussi capable d'analyser une image ou un document que je lui transmets. Je peux par exemple lui montrer une photo, comme un compteur, un objet ou un document, et lui poser une question en langage courant. ChatGPT croise alors ce qu'il voit avec ce que je lui demande pour me fournir une réponse adaptée. C'est une évolution majeure car on ne parle plus seulement à une intelligence artificielle, on lui montre aussi ce que l'on veut comprendre. Je vais commencer par prendre en photo une boîte d'efferalgan et demander à ChatGPT de m'en préciser l'usage ainsi que les précautions d'emploi. Vous verrez à l'usage que ce type d'exercice est particulièrement simple sur l'application mobile. Le bouton plus permet de prendre immédiatement une photo avec l'appareil photo du téléphone, comme je vous le montre à l'écran. Dans mon cas, étant sur ordinateur, j'ai récupéré une photo d'une boîte de médicaments de l'efferalgan reçue par email et je vais l'ajouter à mon prompt. Je clique sur le bouton plus, on a vu ça dans la découverte de l'interface, puis je sélectionne ajouter une photo ou un fichier et je choisis ma photo. Je peux aussi, et c'est ce que je vais faire ici, glisser directement la photo dans la zone de prompt. Cela fonctionne parfaitement. La photo apparaît immédiatement dans la fenêtre de saisie. J'aurais également pu ajouter d'autres photos ou d'autres éléments si nécessaire. Je vais maintenant saisir mon prompt. Gardez bien à l'esprit que cet exemple est proposé dans un but pédagogique. ChatGPT ne remplace ni un pharmacien, ni un médecin, ni bien entendu une consultation aux urgences si la situation l'exige. L'objectif ici est simplement de montrer qu'en cas de doute, il est possible d'obtenir des informations générales sur un médicament. Je saisis donc le prompt suivant. Donne-moi des informations sur ce médicament, dans quel cas l'utiliser, quelle est la posologie et quelles précautions d'usage respecter. Puis je clique sur la flèche pour envoyer ma demande. Immédiatement, ChatGPT va analyser la photo que je lui ai fournie et me décrire précisément ce médicament. Vous venez ainsi de découvrir les aspects multimodaux de ChatGPT, c'est-à-dire sa capacité à traiter et à croiser des informations de nature différente, comme du texte, des images ou des documents, pour vous fournir
une réponse adaptée. Je vais maintenant réaliser un autre exemple. Je vais faire un tour sur ma terrasse et prendre une photo de mon pied de thym qui fait un peu pâle figure en cette saison. Je vais lui demander si cet aspect est normal et là encore, ChatGPT sera capable de me conseiller. Je clique sur Nouveau chat afin de repartir sur une discussion vierge. Je glisse la photo de mon pied de thym dans la zone de prompt, puis je saisis la question suivante. Est-ce normal que mon thym ait cet aspect ? On est en janvier. Est-ce qu'il faut que je coupe les branches mortes ou est-ce qu'elles vont se restaurer avec les beaux jours ? Puis je valide en cliquant sur la flèche. ChatGPT analyse la photo que je lui ai donnée, me décrit ce qu'il voit, puis va me rassurer. Il m'explique que cet aspect est normal en cette saison et me donne des conseils simples sur les bons gestes à adopter au printemps pour que mon thym reparte correctement. Bon, vous avez maintenant bien compris le principe. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances en matière de prompting, je vous signale une vidéo que j'ai réalisée au mois de décembre dernier. En une vingtaine de minutes, elle vous permet de comprendre en profondeur ce qu'attend réellement ChatGPT lorsque vous lui adressez une demande et surtout comment formuler vos instructions pour obtenir de meilleures réponses. Je vous mets bien entendu le lien vers cette vidéo dans la description et n'hésitez pas à la visionner en complément, elle vous aidera à gagner très rapidement en efficacité. À présent, je vous propose que nous partions à la découverte de la génération d'images. Sur la base d'un simple prompt, ChatGPT est aussi capable de générer des images de grande qualité. Je vous propose maintenant de passer à quelques exemples concrets en commençant par un premier exemple d'inspiration biblique. J'ai toujours été fasciné par les représentations inspirées des textes religieux et par les grands tableaux bibliques. Je vais donc mettre ChatGPT à contribution et lui demander d'interpréter un passage de l'Ancien Testament et plus précisément celui de la traversée de la mer Rouge. Dans la colonne de gauche, je clique sur Nouveau chat en haut, puis je clique sur le bouton plus et je sélectionne Créer une image. Je vais maintenant saisir un nouveau prompt. Je lui donne les instructions suivantes. Sur la base du chapitre 14 du livre de l'Exode, représente l'image décrite dans ce texte en restant fidèle au récit et en veillant à une qualité photographique de l'image au format 16/9. Je souhaite illustrer précisément le passage de la mer Rouge, versets 15 à 31. Je précise que ChatGPT connaît parfaitement le livre de l'Exode et qu'une simple référence suffit dans un premier temps. Je clique maintenant sur la flèche pour lancer la génération. Immédiatement, ChatGPT se met à créer une image en s'appuyant sur les éléments du prompt. Il interprète la scène, respecte le récit et transforme ce passage biblique en une illustration visuelle. Je vous laisse juger par vous-même du résultat. Je vais maintenant reprendre exactement le même prompt, mais cette fois-ci, je vais coller à la suite les versets 15 à 31 du chapitre 14 de l'Exode, puis relancer la génération pour observer les différences. Regardez, c'est très net. La référence au char est cette fois clairement prise en compte dans la nouvelle image. Vous commencez à percevoir toute la puissance de l'outil. Revenons maintenant à quelque chose de très concret. Lorsque vous cliquez sur l'image, celle-ci s'affiche en plein écran et à partir de là, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez tout d'abord continuer le prompt et demander des améliorations. Il suffit pour cela d'utiliser la zone intitulée « Décrire les modifications » et d'indiquer en langage courant ce que vous souhaitez changer ou affiner. Dans la partie supérieure de l'écran, vous disposez également d'un bouton pour partager l'image avec un proche. Enfin, en cliquant sur « Enregistrer », vous pouvez récupérer votre création en local. L'image est alors automatiquement téléchargée dans votre dossier téléchargement. ChatGPT dispose aujourd'hui d'un module image capable non seulement de générer des images à partir d'un texte, mais aussi de transformer des images existantes.
En mai 2024, OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, a présenté son nouveau module image. Là encore, vous allez découvrir de quoi donner libre cours à votre créativité. Dans la colonne de gauche, cliquez sur le bouton Images. La page dédiée s'affiche alors à l'écran. Dans la partie supérieure, vous trouvez un cartouche de prompt. Il comporte un bouton en forme de picto-image pour charger une image, un bouton de dictée vocale et le bouton pour envoyer votre prompt. Vous connaissez déjà tous ces éléments. À partir d'un simple prompt, ChatGPT est capable de générer une image comme celle que nous venons de réaliser à l'instant. Juste en dessous, vous découvrez la zone de transformation d'image. C'est un espace assez ludique et vous allez vite vous en rendre compte. Le principe est simple, vous chargez une photo, puis ChatGPT la transforme en fonction du style que vous sélectionnez. Vous pouvez parcourir les différents styles à l'aide des flèches droite et gauche, et un clic sur un style ouvre une vignette qui vous propose de charger une image. Une fois l'image sélectionnée, ChatGPT colle automatiquement un prompt adapté au style choisi, puis lance le calcul. L'image générée s'affiche en quelques secondes. Prenons un exemple avec l'une de mes photos prises sur le plateau de Senior et Informatique. Ce n'est pas la plus belle, mais elle fera parfaitement l'affaire pour la démonstration. Je clique sur le premier style, je sélectionne ma photo. Je précise que comme j'ai déjà utilisé cette photo, il me la propose en haut par défaut. Dans le cas d'une photo nouvelle, vous cliquez sur « Choisir une nouvelle photo » et immédiatement le style colle un prompt et se charge de générer la nouvelle image. Vous pouvez bien sûr copier ce prompt, le modifier, le corriger ou l'enrichir si nécessaire. C'est d'ailleurs très pédagogique de voir quel prompt produit quel résultat en matière de génération d'images. Voilà pour les styles. Juste en dessous, vous trouvez la zone fonctionnalité qui fonctionne sur le même principe. Vous sélectionnez une photo et le système génère une nouvelle image. Vous pouvez par exemple vous relooker, vous transformer en porte-clés, supprimer l'arrière-plan d'une photo ou encore redécorer une pièce de votre appartement. Enfin, dans la partie basse de la fenêtre, vous accédez à votre bibliothèque d'images, vous y retrouverez toutes les images générées avec ChatGPT. Un clic sur une image l'affiche en plein écran. À cet endroit, plusieurs fonctions très utiles sont disponibles. Vous pouvez la partager à un ami qui pourra à son tour la modifier à l'aide d'un nouveau prompt. Vous pouvez également l'enregistrer en local et la retrouver dans votre dossier de téléchargement, ce que nous venons de voir il y a un instant. Une fonction intéressante, même si elle n'est pas encore totalement aboutie, est la sélection de zones. Elle permet d'isoler une partie précise de l'image et de demander des corrections uniquement sur cette zone, sans toucher au reste. J'ai sélectionné la zone du visage, puis je saisis dans le prompt « Enlève les lunettes ». Je clique ensuite sur la flèche pour envoyer la demande. Immédiatement, ChatGPT modifie uniquement la zone sélectionnée et l'image révisée s'affiche dès que le calcul est terminé. Dans les faits, la zone sélectionnée peut parfois être fortement modifiée, même si le reste de l'image est globalement respecté. Il peut y avoir quelques surprises selon la sélection et bien sûr selon le prompt. Le bouton 3 points permet quant à lui d'ouvrir l'image dans le chat d'origine qui a servi à le générer. C'est très pratique pour retrouver le contexte ou relancer une variante à partir d'un prompt initial. Les plus observateurs auront remarqué sur la droite de l'écran une barre verticale de vignette assez discrète. Elle permet de naviguer facilement dans votre bibliothèque d'images, soit à l'aide de la roulette de la souris, soit en cliquant directement sur la vignette souhaitée. Enfin, le bouton X en haut à gauche permet de revenir à l'écran précédent. Parlons un instant des projets dans ChatGPT. Ils servent à organiser vos discussions par thème, mais surtout à permettre à ChatGPT de conserver un contexte durable. Un projet, ce n'est pas simplement un dossier dans lequel on range des conversations de la même thématique. C'est un véritable espace de travail intelligent, pensé pour un usage à moyen ou long terme. Lorsque vous créez un projet, vous dites en quelque sorte à ChatGPT « Tout ce qui se passe ici concerne le même sujet » et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas créer un projet intitulé « Divers », comme je l'ai déjà vu chez certaines personnes, qui y plaçaient
tout leur fil de discussion. Cela n'aurait aucun sens et ferait perdre tout l'intérêt des projets. Imaginons maintenant un projet intitulé Voyage en Italie. Dans ce projet, vous pouvez demander un itinéraire, parler de vos contraintes de santé, préciser un budget, évoquer vos goûts culturels et bien sûr revenir plusieurs jours plus tard, poser une nouvelle question ou affiner un parcours de visite. ChatGPT se souviendra que vous préparez un voyage, qu'il s'agit de l'Italie et que vous avez déjà fourni certaines informations importantes. Vous n'avez donc pas besoin de repartir de zéro à chaque fois. Pour créer un projet, dans la colonne de gauche, cliquez sur Projet pour déplier la section, puis cliquez sur Nouveau projet. ChatGPT vous demande alors de donner un titre. Je vais saisir Voyage en Sicile, été 2026. Avant de finaliser la création, cliquez sur la roue dentée en haut pour accéder au réglage du projet. Ce réglage est très important car il ne peut être modifié qu'au moment de la création du projet. Il concerne la mémoire du projet et plus précisément la manière dont ChatGPT est autorisé à utiliser les informations. Deux options sont proposées. Soit ChatGPT peut, dans le cadre de ce projet, aller chercher des informations dans vos autres conversations, soit le projet est totalement hermétique, c'est-à-dire qu'il ne peut utiliser que les informations contenues dans ce projet et qu'il reste également invisible de l'extérieur. En fonction de votre usage, choisissez l'option qui vous semble la plus adaptée et si vous ne savez pas quoi choisir, eh bien laissez le réglage par défaut qui est généralement le plus souple. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Créer le projet. Le projet est maintenant créé et il apparaît dans la colonne de gauche dans la section Projet. Le menu 3 points situé en bout de ligne permet de renommer le projet, de le partager avec un ami, voire de le supprimer tout bonnement. Un clic sur l'icône d'un projet affiche le fil des discussions contenues dans ce projet, comme ici avec mon projet Python IA. Cliquez sur le projet Voyage en Sicile. Au centre du projet, vous retrouvez le cartouche de discussion ainsi qu'un bouton permettant d'ajouter des fichiers au projet. Nous allons voir que cela peut être particulièrement utile. Je clique sur Ajouter un fichier. En haut, un sélecteur de couleurs et de logos me permet de personnaliser visuellement le projet. Je choisis par exemple un globe terrestre symbolisant le voyage et la couleur rouge comme la chaleur du sud de l'Italie. Je peux également modifier ici le nom du projet si je le souhaite. Juste en dessous, vous trouvez un champ Instructions et c'est un élément fondamental du projet. Il permet de préciser le contexte et de personnaliser la manière dont ChatGPT va me répondre dans la durée. Idéalement, une instruction de projet répond à 4 questions implicites. Sur quoi je travaille? Dans quel contexte? Avec quelles contraintes fixes? Quel ton ou quel niveau de détail est attendu? Je vais maintenant rédiger ces instructions pour mon voyage et je vais saisir le texte suivant. Je prépare pour l'été 2026 un voyage randonnée à moto en Sicile. Ce projet concerne exclusivement l'organisation et le déroulement du séjour en Sicile. Le trajet aller et retour depuis la France est géré dans un autre projet et ne doit pas être pris en compte ici. Prends en compte en permanence que nous voyagerons à moto. Adapte systématiquement tes réponses aux contraintes d'un voyage à moto en Sicile, distance raisonnable, plaisir de conduite, route panoramique, fatigue, climat estival et logistique locale. Fournit des réponses structurées, détaillées, pratiques et cohérentes avec un voyage à moto. En résumé, les instructions d'un projet ne servent pas à poser des questions, elles servent à expliquer à ChatGPT comment il doit réfléchir dans la durée. Abordons maintenant les fichiers à joindre à un projet. Il y a une règle d'or très simple à retenir. On ne joint pas à un projet ce que ChatGPT peut déjà trouver seul sur Internet. Cela me paraît logique. On joint uniquement ce que ChatGPT ne peut ni deviner ni retrouver ailleurs, c'est-à-dire des éléments personnels, spécifiques ou subjectifs. Par conséquent, il est inutile d'ajouter par exemple une carte générique de la Sicile puisqu'il la connaît déjà parfaitement ou encore la page Wikipédia consacrée à l'histoire sicilienne.
En revanche, certains documents apportent une vraie valeur ajoutée au projet, car ChatGPT n'y a accès nulle part ailleurs. Il peut s'agir d'un itinéraire personnel, d'un fichier listant vos contraintes de voyage, d'une liste de lieux déjà visités ou encore d'un ancien carnet de voyage. Si j'ajoute une carte de la Sicile, eh bien, ce sera une carte annotée par moi-même. De la même manière, un document personnel comme un PDF ou un tableur avec des remarques du type route superbe ou à éviter à moto est particulièrement utile. Dans tous les cas, même si ChatGPT connaît parfaitement la Sicile, ces fichiers lui permettent de comprendre ma vision du voyage et les contraintes que je fixe et donc de me répondre beaucoup plus justement. La conversation prend alors une toute autre dimension car chaque discussion menée dans le cadre du projet a accès à l'ensemble de ces éléments à tout moment. C'est précisément là que les projets révèlent toute leur puissance. À noter également que vous pouvez glisser directement vos fichiers dans la fenêtre des paramètres du projet sans passer par un menu intermédiaire. Et si vous n'avez pas encore de fichiers à ajouter, ce n'est pas un problème, vous pouvez simplement cliquer sur Enregistrer et y revenir plus tard, à tout moment, dans votre projet. Bon, c'est parti, je vais maintenant lancer une première conversation dans ce projet. Je vais demander à ChatGPT de me préparer un premier jet d'un parcours de 10 jours en moto et en Sicile. Volontairement, je vais lui laisser une grande liberté et lui donner très peu de contraintes. L'idée est de voir ce qu'il me propose spontanément. Je saisis donc le prompt suivant. Définis un parcours idéal en moto de 10 jours en Sicile et en été. Puis je clique sur la flèche pour envoyer ma demande. Il m'affiche d'abord un aperçu du parcours accompagné de quelques visuels pour me projeter. Puis il détaille chaque journée, étape par étape, avec les distances à parcourir et des informations contextuelles sur les lieux traversés. Honnêtement, c'est vraiment très bien fait et pour une première approche, c'est déjà très efficace. Je vais lui demander de me dessiner mon itinéraire et de choisir une couleur par jour. Toujours dans la même discussion, je tape « Dessine-moi ce parcours » sur la carte de la Sicile avec une couleur par jour. Le résultat est impeccable. Observons à présent la colonne de gauche. Si vous cliquez sur « Voyage en Sicile », vous verrez la conversation avec la date. À présent, je peux créer par exemple un autre fil par étape et creuser un peu chaque journée. Voilà, vous avez maintenant bien compris comment fonctionnent les projets. Nous allons poursuivre notre exploration de ChatGPT et nous pencher sur une fonctionnalité tout simplement incroyable, les GPT. Les GPT sont des assistants mis à votre disposition. Ils peuvent être créés par d'autres développeurs ou bien programmés par vous-même et c'est justement ce que nous allons explorer ensemble. L'objectif d'un GPT est de prendre en charge une tâche bien précise. Vous allez voir que dans un cadre professionnel, c'est absolument essentiel. Cela permet de gagner énormément de temps, d'améliorer l'efficacité et de déléguer des actions répétitives à un assistant spécialisé. Dans la colonne de gauche, vous trouvez la zone GPT. Cliquez dessus pour la déplier, puis cliquez sur « Explorer les GPT ». Une page s'affiche à l'écran. Elle vous présente les GPT disponibles, classés par catégorie et par usage. Pour l'exemple, je vais vous montrer un GPT que j'ai personnellement développé pour aider les jeunes à réfléchir à leur futur métier. Je vous mettrai bien entendu le lien dans la description de cette vidéo. Pour le retrouver, c'est très simple, il suffit de taper « Mon futur métier » dans le champ de recherche et de cliquer sur le GPT dès que le système vous le propose. Une fois lancé, cliquez sur « Démarrer le chat » et le GPT vous demande alors votre prénom, puis vous pose une série de questions. À travers un échange volontairement convivial, il vous guide progressivement afin de faire émerger un ou plusieurs métiers possibles. C'est très simple à utiliser, je vous invite à prendre un peu de temps pour le tester, ou mieux encore, à proposer l'expérience à vos adolescents. Plus de 600 personnes se sont déjà prêtées au jeu, avec une note moyenne de 4,3 sur 5, ce qui montre que ce GPT répond bien aux attentes.
Il existe aujourd'hui des centaines de GPT, de véritables assistants spécialisés. Certains sont dédiés à la création de logos, d'autres au code, à la rédaction, à l'organisation ou à l'apprentissage. C'est pour cette raison qu'ils sont classés par catégorie et je vous invite à aller les découvrir et les tester. Dans la partie supérieure de la page, vous trouvez le bouton Mes GPT. Il regroupe les assistants que vous avez vous-même créés. Alors pour l'instant, il est probablement vide. Je vous propose maintenant de passer à la pratique et de créer ensemble votre premier GPT. Il s'agira d'un chef cuisinier capable de me proposer des recettes de cuisine rapide, soit à partir du nom d'un plat, soit directement à partir d'une liste d'ingrédients que j'ai sous la main. Pour commencer, cliquez sur Explorer les GPT, puis sur le bouton Créer, situé en haut à droite de l'écran. La fenêtre de création d'un GPT s'affiche. Elle est divisée en deux parties distinctes. À gauche, vous trouvez l'espace de création, dans lequel nous allons décrire notre assistant, et à droite, vous avez la zone d'aperçu qui permet de tester immédiatement le comportement de votre GPT et de vérifier qu'il répond exactement comme vous le souhaitez. Tout en haut à gauche, vous avez un onglet Créer ou Configurer, et on va commencer par Configurer et on reviendra ensuite sur Créer. Vous pouvez ajouter une image ou une icône pour représenter votre GPT. Alors ce n'est pas obligatoire, mais cela permet de le reconnaître facilement. Et bien sûr, vous pouvez demander à ChatGPT, dans un chat séparé, de vous créer cette image. Juste en dessous, il y a le champ Nom. C'est ici que vous donnez un nom clair à votre GPT. Ce nom doit indiquer immédiatement à quoi il sert. Je vais l'appeler Mon chef cuistot. Vient ensuite le champ Description. Il permet de résumer en une ou deux phrases ce que fait ce GPT. C'est ce texte que verront les futurs utilisateurs lorsqu'ils le découvriront. Je vais donc saisir Assistant culinaire francophone expert. Il vous demande le plat ou vos ingrédients, puis propose une recette claire et pédagogique avec ingrédients, étapes, temps, conseils, variantes et sources fiables, et toujours en français. Le champ le plus important est ensuite celui des instructions. C'est ici que vous expliquez précisément ce que fait le GPT, comment il doit se comporter et ce qu'il doit éviter de faire. Dans mon cas, je vais écrire les phrases suivantes. Pour élargir la zone de saisie, je clique sur les deux petites flèches situées en bas à droite du cadre de saisie. Tu es un assistant culinaire francophone de très haut niveau. Tu commences toujours par demander à l'utilisateur soit le plat qu'il souhaite préparer, soit une liste d'ingrédients imposés. À partir de ces éléments, tu proposes une recette claire, complète et adaptée. La recette comprend systématiquement la liste des ingrédients, des étapes numérotées et faciles à suivre, le temps de préparation et le temps de cuisson, des conseils pratiques, des variantes simples lorsque cela est pertinent. Tu adoptes un ton neutre, serviable, concis et pédagogique, accessible à tous. Tu privilégies des recettes réalisables avec des ingrédients courants et faciles à trouver. Si une information essentielle manque, régime alimentaire, allergie, niveau en cuisine, matériel spécifique, tu poses une question courte avant de proposer la recette. Tu réponds toujours en français et tu cites systématiquement des sources web fiables. Cliquez sur le bouton Fermer situé en bas à droite de la fenêtre. La zone Instructions, c'est le cerveau de votre assistant. Plus ces instructions sont claires, plus le GPT sera efficace et cohérent. Juste en dessous, vous trouvez les amorces de conversation. Les amorces de conversation sont de courtes questions proposées dès l'ouverture du GPT pour aider l'utilisateur à démarrer facilement. Elles évitent la page blanche et guident la discussion. Vous pouvez en saisir plusieurs. Exemple, je voudrais préparer un plat, aide-moi à choisir une recette. Ou encore, j'ai des ingrédients chez moi et je veux une recette adaptée. Ensuite, c'est la base des connaissances. Cette zone permet de charger des fichiers, documents, PDF, tableaux, textes, images, et le GPT pourra s'appuyer sur ces fichiers pour répondre, ce qui est idéal pour des contenus spécifiques ou personnels. Il est autorisé de joindre, à l'heure où je tourne cette vidéo, jusqu'à 20 fichiers par GPT. Dans notre exemple, nous n'aurons pas besoin pour l'instant de joindre des documents spécifiques, mais vous savez que vous pouvez le faire si nécessaire, et c'est très puissant. Un peu plus bas, vous avez le modèle recommandé. Vous pouvez soit laisser le choix à l'utilisateur, soit imposer un modèle GPT précis
Si vous le souhaitez, dans la plupart des cas, laissez le réglage par défaut. La section fonctionnalités permet d'activer ou non certaines capacités comme la recherche sur le web, les fonctions Canva, la génération d'images ou l'interprétation de code informatique et l'analyse de données. Dans notre cas, je vais autoriser bien sûr les 3 premiers et décocher le dernier. Enfin, les actions servent à connecter votre GPT à des outils informatiques externes afin d'automatiser des tâches très spécifiques. Elles permettent d'aller bien au-delà d'une simple conversation, mais restent très techniques à mettre en place et nécessitent une bonne compréhension des API, des formats de données et des règles de sécurité. Pour la plupart des utilisateurs, elles ne sont pas indispensables et relèvent davantage d'un usage avancé et professionnel. À droite de l'écran se trouve la zone aperçue. Il s'agit d'un espace de test en temps réel dans lequel s'affiche le logo de votre GPT, sa brève description, les 2 amorces de conversation sous forme de boutons cliquables ainsi qu'un champ de saisie de prompt en bas de la page. Dès que vous commencez à rédiger des instructions, vous pouvez tester ici votre GPT, exactement comme avec un chat GPT classique, afin de vérifier qu'il se comporte conformément à vos attentes. C'est un outil particulièrement pratique pour affiner et ajuster les consignes avant la publication. Cliquez sur l'amorce « Je voudrais préparer un plat » et observons son comportement. Immédiatement, mon GPT va se conformer à ces instructions et me répondre. Comme l'amorce de conversation contient la phrase « Aide-moi à choisir », il va tout naturellement commencer par une suggestion de plat. Je vais lui dire que je veux préparer des lasagnes et je clique sur la flèche pour envoyer mes instructions. Ma recette apparaît en détail, et d'abord les ingrédients, puis les étapes de conception, les conseils pratiques et les suggestions d'accompagnement. En haut à droite, le bouton Créer permet d'enregistrer et de publier votre GPT lorsqu'il est prêt. Plusieurs types de partage sont alors proposés. Vous pouvez d'abord choisir un usage personnel, et dans ce cas, le GPT n'est accessible que par vous et uniquement dans votre compte. Deuxième possibilité, le partage par lien. Toute personne disposant de ce lien pourra accéder à votre GPT en cliquant dessus. C'est une solution pratique pour le partage avec des proches, des collègues ou bien des élèves. Enfin, vous pouvez choisir de publier votre GPT dans le GPT Store. N'oubliez pas de sélectionner une catégorie parmi celles proposées. Il devient alors accessible à tous les utilisateurs de ChatGPT. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix, puis à cliquer sur Enregistrer. Une fois votre GPT enregistré, vous pouvez bien sûr y revenir à tout moment pour le corriger ou l'améliorer. Après modification, il suffit juste de cliquer sur le bouton Mettre à jour pour enregistrer les changements. Si vous souhaitez modifier le type de partage, cliquez sur le bouton Partager en haut de l'écran, vous choisissez alors le nouveau mode de diffusion qui vous convient, puis vous cliquez sur Enregistrer. Enfin, le bouton Copier le lien permet de récupérer l'adresse qui pointe vers votre GPT. Vous pouvez ensuite transmettre ce lien à un proche, un collègue ou toute autre personne avec qui vous souhaitez le partager. Cliquez sur la flèche en haut à gauche pour revenir à la liste de vos GPT. Vous voyez alors votre GPT apparaître en première ligne. À droite de son nom, le bouton stylo permet de le modifier et le bouton 3 points permet de le supprimer. Un simple clic sur la ligne de votre GPT ouvre un nouveau fil de discussion basé sur cet assistant. En haut à gauche de l'écran, vous retrouvez le nom du GPT ainsi que les amorces de discussion que vous avez programmées lors de sa création. Enfin, tous les fils de discussion que vous créerez à partir de ce GPT apparaîtront automatiquement dans la rubrique Vos chats comme n'importe quelle autre conversation. Pour afficher la liste de vos GPT, vous dépliez la section GPT, vous cliquez sur Explorer les GPT tout en bas, puis sur Mes GPT en haut de l'écran. Nous allons maintenant nous intéresser aux applications anciennement appelées les connecteurs dans ChatGPT. Jusqu'ici, nous avons vu comment dialoguer avec ChatGPT, comment générer des images et comment utiliser des GPT spécialisés. Avec les applications, on franchit une nouvelle étape. Elles permettent à ChatGPT
de se connecter à des services externes comme votre messagerie, votre agenda ou vos fichiers afin de travailler directement avec vos propres données. Concrètement, ChatGPT ne se contente plus alors de répondre à vos questions, il peut lire des informations, les organiser, les analyser et interagir avec vos outils du quotidien. Mais attention, toujours avec votre accord. C'est ce qui permet par exemple de gérer vos emails, votre calendrier ou de structurer des documents stockés en ligne, le tout depuis une seule interface. Avant de voir des exemples simples mais concrets, nous allons connecter Gmail à ChatGPT. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Applications. Vous découvrez alors la liste des applications que vous pouvez connecter à ChatGPT et elles sont organisées par thématique. Dans la partie supérieure, un moteur de recherche permet de retrouver rapidement une application. Je vais par exemple saisir Gmail. Immédiatement, ChatGPT m'affiche l'application Gmail. Je clique dessus et un texte me présente les fonctionnalités offertes par cette connexion. Je clique ensuite sur Connecter. Une nouvelle page m'informe que je suis sur le point de connecter mon ChatGPT à mon compte Gmail. Je clique sur Continuer vers Gmail. Comme je possède plusieurs comptes Gmail, Google m'affiche la liste et me demande lequel je souhaite connecter à ChatGPT. On ne peut en connecter qu'un seul. Je sélectionne le compte senior et informatique. Je donne ensuite mon autorisation en cliquant sur Continuer. Je coche la case qui autorise ChatGPT à consulter mes emails Gmail et à préparer des messages. En revanche, même avec cette autorisation, ChatGPT ne peut rien envoyer tout seul. Il peut seulement analyser mes emails ou créer des brouillons et c'est toujours moi qui garde le contrôle final. Je clique à nouveau sur Continuer. ChatGPT m'informe alors que Gmail est désormais connecté. Je vous invite maintenant à cliquer sur la roue dentée située en haut à droite de l'écran. Une fenêtre s'ouvre et vous affiche la liste des applications actuellement connectées. Alors comme je viens de connecter Gmail, je le retrouve logiquement dans cette liste tout en haut. En cliquant sur la ligne correspondante, je peux déconnecter le service si nécessaire. Je laisse par contre cocher l'option Utiliser automatiquement dans le chat qui permet à ChatGPT d'invoquer Gmail directement depuis un fil de discussion. Nous allons voir cela concrètement dans un instant. Enfin, je clique sur les X pour fermer les fenêtres. Nous avons vu comment connecter des applications comme Gmail à ChatGPT. Je vous invite d'ailleurs à connecter également votre Google Drive et votre agenda Google Calendar en utilisant exactement la même méthode que celle que nous avons vue pour Gmail. Voyons maintenant ce que cela permet concrètement de faire avec deux petits exemples très simples. Comme beaucoup d'entre nous, je reçois plusieurs newsletters chaque semaine. Je les trouve souvent intéressantes, mais je n'ai pas toujours le temps de tout lire. Et au bout de quelques mois, elles s'accumulent. Résultat, il devient presque impossible de prendre le temps de tout parcourir. C'est précisément dans ce genre de situation que ChatGPT peut vraiment me soulager. Je vais demander à ChatGPT de m'aider à analyser une newsletter bien précise. Alors je clique sur un nouveau fil de discussion et je vais saisir directement le prompt suivant. Analyse les emails de la newsletter IA Pulse présent dans mon compte Gmail depuis septembre 2025. Identifie les grands thèmes abordés, les sujets récurrents et les évolutions notables dans le temps. Met en évidence les informations réellement importantes et distingue-les des contenus plus secondaires. Fournis-moi une synthèse claire, structurée et facile à lire. Indique enfin quels emails ou quels sujets méritent vraiment que je prenne le temps de les lire en détail et pourquoi. Puis je clique sur la flèche pour lancer la demande. Le résultat est tout simplement parfait. ChatGPT me fournit une synthèse claire et structurée et je n'ai plus qu'à lire l'essentiel et si un sujet m'intéresse particulièrement, je peux ensuite aller consulter l'email ou l'article correspondant pour creuser davantage. On vient de voir comment une simple recherche dans vos milliers d'emails, couplée à la capacité de ChatGPT à analyser et synthétiser l'information, peut déjà s'avérer extrêmement utile au quotidien. Je vais maintenant vous montrer un autre usage très concret. Je vais lui demander de me rédiger un projet de mail prêt à être utilisé directement depuis ChatGPT. Alors pour ce second exemple, je vais rester sur quelque chose de très simple et de très courant.
Je souhaite que mon chauffagiste me fixe un rendez-vous pour la visite annuelle de révision de mon installation. Alors c'est un email très classique que l'on a déjà tous rédigé un jour. Je vais donc demander à ChatGPT de m'aider à le rédiger simplement. Je prends un nouveau fil de discussion, je me place dans le cartouche de prompt et je saisis la demande suivante. Rédige un projet de mail à envoyer à mon chauffagiste l'entreprise Durand pour lui demander de me fixer un rendez-vous dans les prochaines semaines en vue de la révision annuelle de mon installation. Puis je clique simplement sur la flèche pour envoyer la demande. Immédiatement, un projet d'email s'affiche à l'écran et si je clique sur l'icône en forme d'avion de papier et que je sélectionne Gmail, cet email est automatiquement transféré dans Gmail sous la forme d'un brouillon. Il ne me reste plus qu'à renseigner l'adresse email de mon chauffagiste, à relire le message, puis à l'envoyer. Cet exemple est volontairement très simple. Il n'a qu'un seul objectif, vous montrer concrètement comment ChatGPT peut vous aider à préparer un email, puis à le transmettre directement dans Gmail sans copier-coller et en quelques secondes seulement. Nous allons maintenant découvrir une fonctionnalité encore différente de tout ce que nous avons vu jusqu'ici, les agents ChatGPT. Avant de passer à la démonstration, prenons quelques secondes pour bien clarifier une chose essentielle. Il existe une différence fondamentale entre un fil de discussion, un GPT et un agent. Ce sont trois notions bien distinctes et les comprendre permet d'éviter beaucoup de confusion. Un fil de discussion, c'est la forme la plus simple. On pose une question, ChatGPT répond, puis il attend la suivante, c'est une conversation tout simplement. Un GPT, c'est un assistant spécialisé. Il est configuré à l'avance pour une tâche précise, avec des règles, un ton, parfois des documents. Il répond toujours dans le même cadre, c'est par exemple notre assistant chef cuistot. Un agent, lui, va plus loin. On ne lui pose plus seulement des questions, on lui confie un objectif, il analyse la situation et découpe le travail en étapes. Autrement dit, avec un agent, ChatGPT ne se contente plus de répondre, il travaille pour vous. Nous allons maintenant passer à un exemple concret d'utilisation du mode agent dans ChatGPT. Avant d'aller plus loin, une précision importante. Quand OpenAI parle d'agent, il ne s'agit pas d'un programme autonome qui agit tout seul dans votre dos. Dans ChatGPT, un agent est avant tout un orchestrateur de raisonnement. Il est déclenché manuellement par vous à partir d'un objectif que vous lui confiez. Pendant son exécution, il peut utiliser différents outils, analyser des informations et structurer un travail complexe. En revanche, il ne se déclenche pas tout seul et ne se réveille pas automatiquement. Autrement dit, le mot agent ici est plus conceptuel que temporel, il désigne une façon de travailler, pas un robot autonome. Passons maintenant à l'exemple. Imaginons la situation suivante. Votre enfant ou votre petit-enfant souhaite partir étudier l'informatique aux États-Unis dès la première année de faculté. Très vite, une question centrale se pose, comment financer ce projet ? Entre les frais de scolarité, le logement, les assurances, les visas, les bourses possibles et les différences entre les systèmes français et américains, le sujet devient vite complexe. C'est précisément dans ce type de situation qu'un agent ChatGPT peut être utile. Non pas pour décider à votre place, mais pour analyser un dossier, structurer les informations et vous aider à y voir clair. Je vais donc activer le mode agent et lui confier une mission précise, analyser les solutions de financement possibles pour un étudiant français entrant en première année de faculté informatique aux États-Unis. Nous allons observer comment il raisonne et structure le sujet lorsqu'on lui confie un objectif clair et non plus une simple question. J'ouvre un nouveau fil de discussion. Je clique maintenant sur le bouton plus dans le cartouche de prompt, puis je sélectionne mode agent. À noter que le mode agent est limité. Chaque requête consomme une unité et dans mon cas, je dispose de 40 unités par mois, ce qui est largement suffisant pour ce type d'usage. Je clique sur application et je coche bien sûr la recherche web et je décoche Gmail car je n'en ai pas besoin pour cette tâche. Je saisis ensuite le prompt suivant, objectif. Analyser les solutions de financement possibles pour des études aux États-Unis pour un étudiant français entrant en première année de faculté informatique. Contexte.
étudiant français, première année de bachelor ou équivalent en informatique, études envisagées aux États-Unis. Financement à anticiper sérieusement. Mission: construire une vue claire, structurée et réaliste des options de financement possibles, en distinguant ce qui est accessible à un étudiant international et ce qui ne l'est pas. Attendu: identifier les grandes catégories de financement, donner des ordres de grandeur de coûts, signaler les contraintes importantes, visa, statut, conditions, lister les points de vigilance souvent oubliés, proposer une méthode de travail pour avancer sans rien rater. Contraintes: nous sommes basés en France, le système américain est mal connu, aucune décision ne doit être prise à notre place. Méthode: commence par poser les questions strictement nécessaires, structure ensuite l'analyse, reste factuel, neutre et pragmatique. Puis je clique sur la flèche pour lancer la demande. Je vais maintenant accélérer le processus car dans cet exemple, le temps de conception approche les 8 minutes. À la fin du travail, l'agent me fournit un rapport complet, clair et structuré. Un simple clic sur le bouton Exporter permet de générer automatiquement ce rapport au format PDF ou DocX, c'est-à-dire compatible avec Word, et comme nous l'avons vu au début de cette vidéo, il est également possible d'accéder aux sources qui ont permis de construire ce rapport en cliquant sur le bouton éponyme. Nous allons maintenant découvrir une autre fonctionnalité récente de ChatGPT, l'assistant shopping. Alors jusqu'ici, nous avons vu comment poser des questions, créer des images, organiser des projets, utiliser des applications et même confier un objectif à un agent. Avec le module shopping, ChatGPT change encore de rôle. Il ne s'agit pas d'acheter directement, ni de cliquer sur des publicités, mais de vous aider à comparer, comprendre et choisir face à une offre souvent très large et difficile à décrypter. Le principe est simple, vous décrivez ce que vous cherchez, votre usage, vos contraintes, et ChatGPT vous aide à y voir clair en mettant en perspective les options disponibles. Pour la démonstration, nous allons prendre un exemple très concret et parlant pour tout le monde. Je vais rechercher une enceinte Bluetooth de salon et on va voir comment ChatGPT analyse le besoin, compare les modèles et met en avant les critères importants. J'ouvre un nouveau fil de discussion, je clique sur le bouton plus, puis je sélectionne Assistant Shopping. Dans le cartouche de prompt, je saisis la demande suivante. Je cherche une enceinte Bluetooth pour un usage à domicile, principalement dans un salon. Je précise le contexte et les besoins, utilisation essentiellement à la maison, bonne qualité sonore avec des basses présentes mais sans excès, une connexion Bluetooth simple et stable, un design sobre et pas trop encombrant, un budget supérieur à 150 € incluant le milieu et le haut de gamme. Je précise ce que j'attends de ChatGPT. Explique-moi d'abord les critères importants pour choisir une enceinte Bluetooth de salon, propose ensuite plusieurs modèles adaptés dans différentes gammes de prix, précise pour chaque modèle les points forts et les limites, indique pour quel type d'utilisateur chaque enceinte est la plus adaptée, reste neutre et factuel sans pousser à l'achat. Enfin, je précise l'objectif, m'aider à comprendre et comparer afin que je puisse choisir moi-même en connaissance de cause. Je clique ensuite sur la flèche pour lancer la requête. Le système lance alors automatiquement des recherches sur le web et très rapidement ChatGPT me pose une première question pour affiner le besoin, par exemple sur ma priorité d'écoute. Il me demande ensuite la surface de mon salon, puis le type de source audio que j'utilise habituellement. Je passe la présélection en cliquant sur Skip All et au bout de quelques instants, il m'affiche un résultat clair et structuré parfaitement adapté à mon usage. On voit bien ici que l'assistant shopping ne se contente pas d'aligner des produits, il commence par comprendre le contexte, puis il ajuste ses propositions en fonction de mes réponses. Avant d'étudier les réglages de l'application, il faut aborder un point essentiel, les hallucinations de ChatGPT. Le terme peut faire sourire, mais il désigne quelque chose de très concret. Une hallucination, c'est lorsque ChatGPT vous donne une réponse qui paraît logique, bien écrite, et convaincante, mais qui est fausse, incomplète ou inventée de toutes pièces. Cela ne signifie pas que ChatGPT ment, cela signifie qu'il essaie de répondre, même quand il n'a pas assez d'informations ou quand le sujet est incertain. Ces hallucinations apparaissent surtout dans 3 situations. D'abord, quand la question est trop vague ou ambiguë. Ensuite, quand on lui demande des informations très récentes, très pointues
ou difficile à vérifier. Enfin, quand on attend une certitude absolue alors qu'il n'y a pas de source claire ou qu'il n'a pas accès à des éléments vérifiables. La règle à retenir est simple. ChatGPT est un excellent assistant, mais ce n'est pas une source officielle. Dès qu'il s'agit de santé, de droit, d'administratif ou d'une décision importante, il faut toujours vérifier derrière. Et c'est aussi pour cela que tout au long de cette formation, je vous ai proposé des prompts structurés avec du contexte et des contraintes. Ces formulations ne sont pas là par hasard, elles servent précisément à réduire les hallucinations et à obtenir des réponses plus fiables, surtout quand on demande des sources. Nous arrivons maintenant au dernier grand chapitre de cette formation, les réglages de ChatGPT. C'est une partie souvent négligée et pourtant très importante. Les réglages vous permettent de personnaliser votre expérience, de mieux comprendre ce que ChatGPT fait ou ne fait pas avec vos données et surtout de garder la main sur votre utilisation. Rassurez-vous, il n'y a rien de technique ni de compliqué. Nous allons parcourir ces options ensemble, tranquillement, pour comprendre à quoi elles servent et lesquelles sont réellement utiles selon votre usage. L'objectif n'est pas de tout modifier, mais de savoir où chercher, quoi activer, quoi laisser par défaut et surtout de comprendre ce que vous utilisez. Allez, allons-y. Dans la colonne de gauche tout en bas, cliquez sur votre compte, le menu compte apparaît. On va d'ailleurs le ranger proprement en bas de l'écran. Cliquez sur votre nom, un simple clic ouvre une fenêtre qui vous permet de modifier votre nom d'affichage ainsi que votre nom d'utilisateur. C'est ici que vous pouvez par exemple remplacer un pseudo automatique par votre vrai prénom. Juste en dessous, vous trouvez l'option Passer au forfait supérieur qui vous propose de changer d'offre tarifaire. Alors nous n'allons pas nous y attarder ici, ce n'est pas l'objectif de ce chapitre. Tout en bas de ce menu, vous trouvez le bouton Se déconnecter qui permet de fermer votre session ChatGPT. Juste au-dessus, une rubrique Aide vous donne accès à différents éléments d'assistance et de documentation. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet en cliquant sur Paramètres. Alors, les plus observateurs d'entre vous auront peut-être remarqué que je n'ai pas encore parlé de la personnalisation, mais rassurez-vous, elle est bien inclue dans les paramètres généraux. Cliquez donc sur la ligne Paramètres. Une fenêtre s'affiche avec toutes les rubriques sur la colonne de gauche. Je vais d'ailleurs l'isoler en deux parties pour que cela soit plus lisible à l'écran. Commençons par la rubrique Générale. La première option concerne l'apparence. Elle permet de choisir entre un thème clair et un thème sombre pour l'interface. Juste en dessous, vous pouvez modifier la couleur d'accentuation qui est grise par défaut. En cliquant sur le menu déroulant, vous pouvez en choisir une autre. Ensuite, vous pouvez sélectionner la langue de l'interface. Je choisis français ainsi que la langue parlée, également réglée sur French. Un peu plus bas, vous trouvez le choix de la voix utilisée lors des échanges audio avec ChatGPT. De mon côté, j'aime bien la voix Cove, mais vous pouvez toutes les écouter en cliquant sur le bouton Lire avant de faire votre choix. Une option permet ensuite d'activer le mode vocal séparé. Lorsqu'il est activé, ChatGPT Voice s'affiche dans un écran dédié, sans transcription ni élément visuel en temps réel. Personnellement, je laisse cette option désactivée. Enfin, l'option Afficher les modèles supplémentaires permet d'accéder aux anciens modèles de ChatGPT. C'est utile si vous souhaitez comparer les comportements ou revenir ponctuellement sur un modèle précédent, mais pour la plupart des usages, ce n'est pas indispensable. Sélectionnons maintenant dans la colonne de gauche la rubrique des notifications. Vous pouvez tout d'abord activer les notifications push pour les réponses. Cette option permet de recevoir une notification de votre système lorsque ChatGPT termine une demande qui peut prendre un peu de temps comme une recherche approfondie ou la génération d'images. La même logique s'applique aux conversations de groupe. Vous pouvez choisir d'être notifié lorsqu'un nouveau message arrive dans un groupe auquel vous participez. Concernant les tâches planifiées que nous allons aborder dans un instant, vous avez la possibilité de recevoir une notification et un email lorsque ces tâches sont mises à jour, modifiées ou exécutées. Alors pour les projets partagés, une notification par email peut également vous être envoyée lorsque vous recevez une invitation à rejoindre un projet. Enfin,
La rubrique recommandations permet d'être tenu informé des nouveautés liées à ChatGPT, c'est-à-dire les nouveaux outils, les nouvelles fonctionnalités. Là encore, vous pouvez choisir de recevoir ces informations sous forme de notifications, d'emails ou les deux selon vos préférences. Intéressons-nous maintenant à la personnalisation. Pour cela, cliquez sur la ligne personnalisation située juste en dessous. Les paramètres de personnalisation sont essentiels dans ChatGPT car ils influencent la manière dont il vous répond dans l'ensemble de vos discussions. Tout en haut, vous pouvez définir le style et le ton général des réponses de ChatGPT. Un menu déroulant vous propose plusieurs styles prédéfinis. Je vais laisser le réglage par défaut, mais vous pouvez tout à fait en choisir un autre si vous souhaitez forcer un style particulier. En complément, vous pouvez affiner le comportement des réponses. Souhaitez-vous un ton plus ou moins chaleureux, plus enthousiaste ou plus neutre? Préférez-vous des réponses très structurées ou plutôt rédigées sous forme de paragraphes? Vous pouvez également régler la quantité d'émojis utilisés dans les réponses. Pour ma part, j'en demande moins. Juste en dessous, vous trouvez la zone des instructions personnalisées. Si vous avez vu ma vidéo sur la manière de rendre ChatGPT plus honnête et plus rigoureux, c'est ici que vous devez coller ce type de prompt de correction. Dans mon cas, le mien est déjà en place. Je vous mets bien sûr dans la description de cette vidéo le lien vers cette ressource. En descendant dans la fenêtre de personnalisation, vous arrivez à la section à propos de vous. Vous pouvez y indiquer un alias afin que ChatGPT s'adresse à vous par ce nom. La rubrique profession est particulièrement importante. Elle influence directement le niveau de technicité des réponses. Si vous indiquez informaticien, ChatGPT ne prendra pas le temps de vulgariser les bases de l'informatique. A l'inverse, si vous êtes fleuriste ou dans un tout autre domaine, il adaptera naturellement son niveau d'explication. Je vous recommande donc vivement de renseigner votre métier ou votre domaine de compétences. Enfin, dans la rubrique Plus d'informations sur vous, vous pouvez vous décrire plus librement. Ces éléments permettent à ChatGPT de mieux comprendre votre contexte personnel et d'améliorer encore la pertinence de ses réponses. En descendant encore, on arrive à la rubrique mémoire. C'est une section très importante car elle concerne directement la manière dont ChatGPT se souvient de vous. Le premier paramètre permet d'autoriser ChatGPT à mémoriser certaines informations vous concernant, des éléments de contexte, des préférences ou des informations récurrentes sur votre usage. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour améliorer la cohérence et la pertinence de ses réponses dans le temps. Concrètement, ChatGPT peut ainsi se souvenir d'informations précises vous concernant, par exemple vos centres d'intérêt, votre façon de travailler ou certaines contraintes personnelles. En cliquant sur le bouton Gérer, vous accédez à l'espace mémoire, vous y retrouvez l'ensemble des informations qui ont été mémorisées à votre sujet. Un moteur de recherche vous permet de retrouver rapidement un souvenir précis. À l'aide du menu à double flèche, vous pouvez changer l'ordre de tri des souvenirs. Vous ne pouvez pas modifier directement un souvenir. En revanche, le menu à 3 points, situé en bout de ligne, vous donne plusieurs informations importantes. Il vous indique la date à laquelle le souvenir a été enregistré, ainsi que le fil de discussion dans lequel il a été capté. Et surtout, si vous estimez qu'un souvenir n'est plus pertinent ou ne doit pas être conservé, vous pouvez le supprimer très simplement depuis ce petit menu local. Encore une fois, vous gardez donc la main sur ce que ChatGPT mémorise ou non à votre sujet. Le menu à 3 points permet entre autres de confier la gestion automatique des souvenirs à ChatGPT. Un disclaimer vous avertit des conséquences si jamais vous le désactivez. Vous pouvez afficher l'historique de mémorisation et enfin supprimer l'ensemble des souvenirs si vous le souhaitez et c'est radical depuis ce menu. Une fois terminé, cliquez simplement sur le X pour refermer la fenêtre et revenir aux paramètres. Le deuxième élément de réglage concernant la mémoire s'appelle « Faire référence à l'historique des chats ». Lorsque cette option est activée, vous autorisez ChatGPT à s'appuyer sur l'ensemble de vos conversations passées pour mieux comprendre le contexte de vos demandes et vous fournir des réponses plus cohérentes et plus pertinentes. Concrètement, ChatGPT peut faire le lien entre ce que vous avez demandé hier, la semaine dernière,
ou il y a plusieurs mois sans que vous ayez besoin de tout répéter à chaque fois. Si vous désactivez cette option, chaque nouvelle conversation sera traitée de manière plus isolée, comme si ChatGPT repartait à zéro à chaque échange. Là encore, c'est un choix personnel. Activer cette option améliore le confort et la continuité des réponses. La désactiver renforce la séparation stricte entre les conversations. À vous de choisir en fonction de votre usage. Lorsque vous utilisez ChatGPT à la voix, les échanges peuvent être transcrits sous forme de texte. L'option Faire référence à l'historique des enregistrements permet à ChatGPT de s'appuyer sur ces transcriptions passées pour mieux répondre par la suite. Enfin, pour terminer avec la personnalisation, dépliez le menu Avancé pour découvrir d'autres réglages. Ils sont bien expliqués et je ne vais pas les détailler ici. Je vous recommande simplement de les laisser activés par défaut. Passons au réglage des applications. On l'a déjà vu précédemment, donc je ne vais pas m'y attarder. Vous apercevez le connecteur Gmail que j'ai installé tout à l'heure dans la vidéo, et de là, vous pouvez en ajouter d'autres, éditer ceux déjà existants et les supprimer si nécessaire. Dessous, nous allons découvrir les planifications. C'est une fonction un peu cachée puisqu'on y accède par les réglages, mais elle est bien utile. Pour vous illustrer cela en quelques secondes, je vais ouvrir un nouveau fil de discussion et taper le petit prompt suivant « Crée une tâche planifiée pour me donner les prévisions météo pour Paris tous les jours à 7h du matin ». Et je clique sur la flèche pour envoyer le prompt. Et là, comme par miracle, ChatGPT a détecté que je souhaitais la mise en place de cette tâche planifiée. Il va la programmer tout seul et me le confirmer. J'autorise la notification, bien sûr. Je retourne maintenant dans les réglages, je clique sur Planification, puis sur le bouton Gérer pour accéder à l'espace de gestion des tâches planifiées. Je retrouve immédiatement la tâche que je viens de créer. À partir de là, plusieurs actions sont possibles. En cliquant sur l'icône en forme de stylo, je peux modifier la tâche via une fenêtre dédiée. Je peux corriger son nom, ajuster ou reformuler le prompt, y compris le mettre entièrement en français sans aucun problème. Modifier la fréquence ou l'heure de déclenchement, mettre la tâche en pause si je le souhaite, ou bien la supprimer complètement grâce au bouton supprimer. Une fois les modifications effectuées, je clique sur Enregistrer. Vous l'aurez peut-être remarqué, il n'existe aucun bouton Créer une planification dans les réglages. C'est dommage d'ailleurs. La création d'une tâche planifiée se fait uniquement à partir d'un prompt en langage naturel. En revanche, une fois la tâche créée, tous ces paramètres sont accessibles depuis les réglages, soit via la rubrique Planification, soit directement depuis le menu 3 points associé à la tâche dans la fenêtre de prompt. Continuons maintenant notre exploration avec la gestion des données. C'est une rubrique très importante car elle concerne directement la confidentialité et l'usage de vos informations. La première option s'intitule « Améliorer le modèle pour tous » et je vous recommande vivement de la laisser désactiver. Si elle est activée, certaines de vos données peuvent être utilisées pour entraîner les futurs modèles d'intelligence artificielle. Pour un usage personnel et a fortiori dans un cadre familial ou associatif, il est préférable de ne pas activer cette option. Juste en dessous, vous trouvez Données du navigateur distant. Cette option doit rester activée car elle contribue à une meilleure stabilité et à un fonctionnement plus fiable de ChatGPT dans votre navigateur. Vous accédez ensuite à la liste des conversations que vous avez explicitement partagées via un lien public. Ici, vous pouvez visualiser tous les liens encore actifs et si nécessaire, révoquer un partage en un clic. C'est très utile si vous avez partagé un échange ponctuellement et que vous souhaitez ensuite en limiter l'accès. Plus bas, vous trouvez l'accès au fil de discussion archivé. Vous avez également la possibilité d'archiver tous vos chats et de les supprimer en bloc. Personnellement, je ne vous recommande ni l'archivage massif, ni la suppression globale, sauf cas très particuliers. Enfin, l'option Exporter les données permet de récupérer l'ensemble de vos informations. C'est utile si vous souhaitez conserver une archive personnelle ou simplement effectuer une sauvegarde avant une suppression totale du compte. Passons à la rubrique Sécurité. Sur la première ligne, vous pouvez modifier votre mot de passe. C'est évidemment une bonne pratique de le faire régulièrement, surtout si vous utilisez ChatGPT sur plusieurs appareils. Juste en dessous, vous trouvez les paramètres liés à la sécurité du compte, notamment l'authentification multifacteur. Plus bas, vous voyez les options liées aux appareils approuvés. C'est ici que ChatGPT
liste les appareils, vos appareils, depuis lesquels votre compte est connecté. Deux boutons sont particulièrement importants, se déconnecter de cet appareil et se déconnecter de tous les appareils. Ces options sont très utiles en cas de perte ou de vol d'un téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur. Avant même de changer votre mot de passe, vous pouvez ainsi couper immédiatement toutes les connexions actives. Passons maintenant à la rubrique contrôles parentaux. Cette fonctionnalité permet de lier des comptes parents et adolescents afin de mieux encadrer l'usage de ChatGPT au sein d'une famille. Alors dans le cadre de cette formation et pour un public senior, je ne vais pas m'attarder davantage sur cette partie, mais sachez qu'elle existe et qu'elle peut être très utile si vous souhaitez accompagner un enfant ou un petit enfant dans ses premiers usages de ChatGPT. Terminons avec la rubrique compte. C'est ici que vous retrouvez votre nom d'affichage, votre adresse email et les informations liées à votre abonnement. Vous pouvez gérer votre formule d'abonnement, consulter les fonctionnalités incluses ou modifier votre abonnement si nécessaire. Plus bas, vous trouvez également les options permettant de supprimer définitivement votre compte. C'est une action irréversible qui entraîne la suppression de toutes vos conversations et données associées, à utiliser uniquement si vous êtes sûr de votre décision. Enfin, tout en bas de cette section se trouve le profil de créateur de GPT. Si vous créez ou publiez des GPT, c'est ici que vous pouvez définir votre nom de créateur, ajouter des liens vers vos réseaux sociaux ou fournir un moyen de contact. À noter que ces informations sont visibles lorsque vous partagez un GPT publiquement. Voilà, cette longue vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que je vous ai donné envie d'aller explorer le monde incroyable de l'intelligence artificielle. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, un petit clic sur le pouce me fait toujours très plaisir. Et pour ne rien rater de nos prochaines sorties, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Senior et Informatique.